c'est la 3e année, effectivement, de la bibliothèque francophone. Merci à Catherine de toujours nous accueillir dans ce bel endroit. Ma collègue Françoise Simazucci vous prie de l'excuser pour son absence. Elle est en déplacement. Et c'est avec elle que je co-organise cet atelier. Cet atelier auquel prennent part beaucoup d'étudiants, et je les remercie, elles et eux, d'être ici parmi nous. Donc, Jogustine, merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'ai rencontrée l'année dernière lors d'un colloque. Tu m'as dit, pas de problème, donc je suis ravie. Nous sommes ravis. Je ne vais pas te présenter, puisque 2 étudiantes vont le faire, mais je vais simplement... J'ai trouvé une phrase très bien qui, je trouve, te résume assez bien après avoir lu tes 2 livres. Tu as dit « faire du bien là où ça fait mal ». Voilà, je trouve ça assez intéressant. Et donc, après la présentation des 2 étudiantes, tu prendras la parole. Je te la couperai pour qu'on puisse te poser des questions pour pouvoir la poursuivre. Voilà, merci. Donc, la parole aux filles, à Lydia et Nadia, qui vont te présenter. Allez, Lydia! Donc, bonjour tout le monde. Nous allons vous présenter brièvement notre invitée. Donc, Jogustine est une écrivaine, humoriste, parolière et scénariste panafricaine. Le fil conducteur de ses créations se résume dans le triptyque décolonisation, intersectionnalité et libération. Empêcheuse de tourner en rond. Elle aborde des sujets sensibles tout en faisant rire, rêver et surtout réfléchir. Donc, en 2016, son court-métrage « Homo de couleur » est récompensé au Festival du film lesbien et féministe Cinéfable. Après le tragicomique 9 histoires lumineuses, recueil de nouvelles paru en 2017 chez Présence africaine, Jogustine clôture en 2019 16 années de vie en France avec « Ah si si, il faut souffrir pour être française ». Un brillant roman dans le roman, donc c'est un brillant roman dans le roman, à la croisée de l'essai, la fiction et la biographie. Donc, depuis 2018, elle livre son spectacle « Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok » dans des festivals antiracistes et intersectionnels. Un spectacle de stand-up qui fait du bien là où ça fait mal. On y retrouve le sketch, le coming out des racistes qui dénonce avec piquant le racisme et les LGBT phobies systémiques. En 2019 est sorti l'album de soul et jazz African Time de Gwen et Tiana, Ogun Music, un bijou feel good, dont Jogustine est la parolière attitrée. Pour l'année 2020, donc, elle prépare une relance de sa chaîne YouTube VideoWorks sur laquelle on trouvera donc des séries web et des animations en français et en anglais. Donc Jogustine, elle vit entre le Canada et le Cameroun. Retrouvez toutes ces créations et interviews sur le site suivant si ça vous intéresse, linkter.ee/Jogustine. Donc, après cette brève présentation, on va laisser la parole à notre écrivaine pour mieux nous éclairer sur son parcours. Merci. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà changé de continent, déménagé d'un continent? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déménagé d'un continent sans laisser dans le continent de départ une sorte de domicile de sécurité? Non. Donc, ben voilà. Conclure 17 ans de vie quelque part, ça fait quand même beaucoup d'affaires. Ça fait 17 ans d'avis d'imposition qui disent que tu n'es pas imposable. Ça fait 17 ans de cours et de cahiers remplis de notes que tu as prises à telle ou telle conférence. Ça fait 17 ans de stylos que tu as chouré au Forum pour l'emploi. Ça fait 17 ans d'écharpe. Ça fait 17 ans
ça fait 17 ans de relevés bancaires, Bread, Banque Populaire, Commerzbank, Deutsche Bank. Ça fait 17 ans de plein de choses en fait. Ça fait 17 ans de lettres d'amis dont tu avais déjà oublié l'amitié. Ça fait 17 ans de cartes postales, de cadeaux, de souvenirs. Bref, ouais. Ça fait beaucoup. Et toi, tu n'as que 2 valises de 23 kilos. Donc, pour les gens qui ont déjà voyagé depuis le Cameroun, en essayant d'emporter des paquets pour d'autres personnes, en France, vous savez que 23 kilos, c'est très vite atteint. C'est vraiment rien. Donc, il fallait que je fasse un grand tri. Le tri, c'est Marie Kondo, la magie du rangement. J'avais vraiment pas le temps de procrastiner. Je suppose que vous étudiez tout en littérature. Donc, vous devez être maîtresse et maîtres en l'art de la procrastination. Donc, j'avais pas le temps pour ça. C'est tout un métier. Donc, il fallait que je suive, j'ai un cadre, il fallait que je suive une méthode. Donc, j'ai pris Marie Kondo en me disant, marche avec moi, Marie, un carton à la fois. Les catholiques se reconnaîtront. J'ai donc pris Marie Kondo et j'ai commencé par les classeurs. Allez, j'ai plein de classeurs qui remplissaient une armoire. J'ai commencé par celui de classeur études. Pour trier le classeur études, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait vérifier que les parents avaient une copie, voire l'original. Donc, tu ne vas pas jeter tes relevés de tout le lycée comme ça. Et pour savoir si les parents avaient l'original, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler les parents. Pour appeler les parents, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger le téléphone. Pour charger le téléphone, voilà. Non, il faut l'électricité. Ah oui. Et il faut payer sa facture EDF. Donc, voilà comment tu te retrouves à faire un chèque à EDF, à aller à la poste parce que tu dois ranger ton classeur. Tout ça pour dire comment j'écris. J'écris en sachant ce que je veux dire, où je veux aller, mais je ne sais pas comment. Il y a plusieurs... je ne sais pas comment je vais le dire. J'écris en connaissant déjà la fin. J'écris j'écris comme je range. Et le truc, c'est que je ne le fais pas exprès, même si on m'a déjà complimenté d'avoir le sens de la chute. Mais vraiment, franchement, quand je me mets à écrire, je me dis, je vais parler de ça. Là, récemment, on m'a demandé d'écrire sur Harlem Renaissance. Je me demandais, mais ça vient quand Harlem Renaissance? En fait, j'ai écrit, c'est juste une introduction. Je suis moi-même victime de cette intro. J'essaie de te raconter quelque chose, mais je ne sais pas comment... Je n'ai pas le Google Maps pour arriver à la fin. Mais il se trouve que ça fait toujours sens. Et en fait, je m'éclate dans cette divagation, mais j'espère que j'aborderai le sujet que je veux aborder. Et une fois que je l'ai trouvé, là, je commence à jouer avec le chemin d'avant. Donc, je refais le puzzle, comment on appelle ça? Vous savez, les jeux là où tu dois trouver l'itinéraire, le labyrinthe là, je le fais à l'envers, voilà. Voilà, c'est exactement comme ça que j'écris. J'écris en sachant ce que je vais raconter. Je sais ce que je veux raconter vu que tu ne te lances pas dans un métier comme ça si tu n'as rien à dire. Je suis artiste militante intersectionnelle, donc je veux utiliser l'humour toujours et la fiction de préférence pour abattre tout simplement le patriarcat cis-hétéro-capitaliste et blanc. Et ça prendra le temps que ça prendra, quoi. Et j'ai décidé d'être là jusqu'à mes 114 ans, donc bring it on. Voilà. Et ça, je vais rattraper mon retard. Nickel. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit ça? Ah ouais. Là, par exemple... Carte blanche. Là, par exemple... ce qui est important pour moi, c'est vraiment la fin. La fin de l'histoire est toujours cruciale et c'est pas forcément ce que je vais raconter à la fin, c'est ce que tu vas ressentir à la fin. Et dans le stand-up, il y a Jerry Seinfeld qui recommande aux humoristes de toujours terminer sur un éclat de rire. Donc, on fait des bisous ici, là. Pas moi.
J'allais pas le faire. Merci beaucoup. Je me suis sentie attaquée par une vague de bisous là. J'ai fait, comment Jerry Seinfeld recommande, pour les gens qui, la nouvelle génération, qui n'ont pas vu la série Seinfeld, qui est une série écrite par un stand-upper, Jerry Seinfeld, qui est meilleur au stand-up en tant qu'acteur. Dans cette série-là, le gars de la série, qui joue son propre rôle, il recommande aux humoristes de toujours partir, de toujours quitter la scène sur un éclat de rire. Même si tu avais prévu des vannes derrière, quelquefois l'éclat de rire général vient vient au moment où tu n'as pas prévu. Et quitte la scène à ce moment-là. Pour les gens qui ont déjà suivi mon stand-up, je sais pas, des punchlines sur punchlines sur punchlines. Donc, quelquefois, il y a une sorte de grand blanc, et j'ai pas d'autre synonyme, de grand silence. Il y a une sorte de grand silence avant la punchline. Et le grand silence, c'est le malaise. Et pour moi, le malaise est nécessaire pour cette punchline, vu le sujet que j'aborde, qui sont quand même très, très politiques. Mais quand tu débutes, tu ne maîtrises pas toujours le temps que tu as. Donc, quelquefois, les scènes ouvertes, c'est 4 minutes. Dans certains pays, 3 minutes. Dans d'autres, 10 minutes ici. Donc, j'ai beaucoup plus de chance par rapport à ça en France. Mais en anglais, c'est entre 3 et 5 minutes. On va t'interrompre un moment. Et il se trouve que je suis toujours en train d'hésiter. Est-ce que je parle de ça? On risque de me couper sur le blanc. Sur le silence. Je ne sais pas pourquoi je m'excuse à chaque fois que je dis blanc. Naya. On va toujours me couper sur ce grand silence, ou bien je vais partir sur l'éclat de rire, c'est-à-dire avant que je n'ai pu dire ce que j'avais de problématique, parce qu'il faut quand même commencer, pour moi, pour créer, le mot vient du contraste, il faut que je commence par quelque chose d'assez léger, comme ça tu crois que je suis une gentille, et après je peux pas envoyer, je peux tirer à balles réelles, quoi. Et j'ai toujours cette hésitation-là, mais je sais que je veux que tu ressentes quelque chose. Et l'hésitation que j'ai, c'est est-ce que je vais laisser gagner le malaise? Donc, est-ce que je vais privilégier que tu t'en ailles dans un sentiment de malaise en te demandant mais qu'est-ce qu'elle essaie de dire, etc. Et voilà, du coup, j'ai fait mon taf. Ou est-ce que je veux que tu te sentes bien? Parce qu'en même temps, j'aime mon public. Donc, j'aime tout le monde dans le public. Et quand tu fais de l'humour, c'est vraiment parce que tu aimes quand les gens rigolent. Enfin, tu veux mettre du sourire vraiment sur la bouche, les lèvres, les visages. Bref, tu veux faire sourire les gens, tu veux alléger les gens, tu veux leur faire oublier leurs problèmes. Donc, retenez que la fin m'importe et qu'en ce moment, je suis toujours dans ce déchirement entre laisser le malaise et lancer la réflexion ou privilégier le bonheur, ou l'euphorie, aussi brève soit-elle, du public. Voilà, merci. Jo, ce serait bien que tu aies encore 10 minutes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quel sujet t'intéresse et comment tu les abordes, s'il te plaît? Alors, entre ce que j'écris et ce que je consomme, il y a vraiment une différence. Quel sujet m'intéresse? Moi, en tant que consommatrice, j'adore les comédies. Je suis très facilement trigger par tout ce qui est un peu, ne serait-ce qu'un peu triste ou réel. J'aime les comédies, j'aime la romance, j'aime les comédies dramatiques, mais vraiment drame léger, quoi. J'aime ce qui me fait oublier parce que franchement, pour écrire ce que j'écris, je consomme pas mal de drames de la vraie vie, quoi. Et ça a une grosse charge, un gros impact psychologique pour moi. Et j'essaye, franchement, j'ai encore du mal, mais on progresse. J'essaye d'alléger. J'essaie de faire toujours passer les messages que je veux faire passer sans avoir à déprimer les gens. Mes toutes premières scènes de stand-up, les gens au premier rang, je les voyais pleurer. Bon, jusqu'à maintenant, je vois toujours les gens pleurer, mais c'est pas vraiment tout le truc, tu vois. J'accepte que, ok, dans ce que je fais, les gens ressentent pas mal d'émotions et je n'arrive pas à rester seulement dans la comédie. Je l'ai accepté maintenant, mais
sachez que je viens de loin, je viens d'un début dans l'humour où j'arrivais pas à faire rire, je faisais juste chialer. Parce qu'on te dit d'être authentique, mais attends, ouais, voilà, enfin, toi tu es dépressif de ouf, ben voilà, les gens, les gens ils sont empathiques dans le public et il y a cette suspension aussi de, on appelle ça, enfin, les gens sont dans ton histoire, quoi. Ils sont plus, voilà, ils sont embarqués. Donc, tu les vois chialer comme ça. Et quand tu es humoriste, c'est pas trop ce que tu recherches. Et tu sais pas, enfin, tu veux pas descendre de scène pour dire, là, tu vois, non. Bref, j'essaye maintenant de vous raconter des choses qui ressemblent un peu à celles que j'aime qu'on me raconte. Des choses qui sont marrantes, des choses qui font rêver. Là, j'aimerais pouvoir faire un spin-off de 9 histoires lumineuses, mais j'hésite encore entre l'anglais et le français. Mais un spin-off totalement romantique, genre, franchement, l'amour dans tous ses états. L'amour pour les aromantiques, l'amour pour les asexuels, l'amour pour les queers et trans, l'amour pour les hétéros, l'amour dans tous ses états, mais avec toujours un personnage de chacune des histoires. Et peut-être dans l'histoire, peut-être à une époque antérieure, peut-être dans l'avenir, bien après l'histoire. Voilà, j'essaie de passer à... Enfin, faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse, tu vois. Enfin, j'aimerais qu'on me fasse réfléchir, j'aimerais qu'on me fasse rire et j'aimerais qu'on me fasse rêver, comme on a dit dans mon intro. Ouais, et donc j'essaie de vous faire rire, rêver, réfléchir aussi. Les sujets, du coup, ce sera pour la fin, ce sera même pas des sujets. Vous voyez que pour les personnes qui ont déjà lu 9 histoires lumineuses, ben, je pose juste les choses comme le système pose les choses, sans justification en fait, sans faire un débat sur le mot parentalité. Ben, je pose une famille, un couple de mamans au Cameroun qui élève une petite fille. Le sujet sera ben, le colorisme, l'intériorisation de la suprématie blanche par une petite fille de 4 ans au Cameroun qui est foncée de peau. Et ce sera ça le sujet, et le reste, ce ne sera que rajouter des personnages là où on en a vu pas, c'est-à-dire dans la littérature camerounaise. Et donc, j'ai pas vraiment de sujet. Je sais que j'aime rire en écrivant, j'aime me dire que oh là là, toi là, tu es folle. Hein. Enfin, j'aime me moquer de moi-même parce que tu te surprends à ce qui te sort de ton cerveau quand tu le laisses. J'aime jouer avec les attentes des personnes qui me liront. J'aime jouer avec, parce que j'aime jouer avec les personnages, quand les gentils sont les méchants et les méchants sont les gentils. Enfin, franchement, je me souviens de la publicité de Dexter par BETC, la série où le gentil c'est le méchant, ou le méchant c'est le gentil, je sais plus, mais bref, ça m'avait interpellée. Et j'aime en fait j'aime faire changer de point de vue aux gens. Tout ça pour, bien entendu, faire adhérer au mien, tu vois. Donc, on a un combat à mener qui va prendre des siècles. Il faut bien commencer par un livre à la fois. Un livre à la fois, une manif à la fois, un carton à la fois. Je sais que j'aime les histoires qui s'ancrent dans la vraie vie. Même si j'aspire à faire des dessins animés type Steven Universe. Mais j'ai vraiment du mal à imaginer du fantastique. Mais bon, j'ai un projet de bande dessinée panafricaine sur 4,5 pays en Afrique, où des femmes dans la vie de tous les jours, des femmes originaires de chacun des pays, vont avoir du jour au lendemain un pouvoir, mais vraiment à la con. Les gens qui ont vu Misfits savent ce que c'est la série Misfits, des pouvoirs à la con. Donc c'est pas les pouvoirs genre je suis invisible, c'est vraiment le pouvoir du genre, dans le cas de cette bande dessinée là, ce serait du genre à chaque fois que je dépense de l'argent, mais il revient dans mon compte. Voilà. Ce sont des pouvoirs qui se développent à partir des défauts principaux des gens. Et donc là, c'est une sorte de milliardaire qui est chiche et qui est en Côte d'Ivoire. Elle est juste radine au possible. Et au début, au début, tu es content de ce pouvoir-là. D'abord, au début, première réaction, tu penses que c'est un accident.
enfin, que tu as dû l'imaginer, qu'il a dû se passer quelque chose. Et quand tu vois en fait qu'il y a un pattern, que c'est toi qui provoque ces réalités, bah, tu en joues, tu essayes maintenant de l'utiliser à fond, mais quand tu vois comment la société évolue autour de toi, parce que ces choses ne sont pas inventées, toutes ces choses tout cet argent qui revient, bah, il y a tout tombe en ruine autour, bah là ça devient ton vice devient ce qui va te tuer, quoi, ce qui va rendre ta vie, ta vie idéale va devenir cauchemardesque. Donc c'est un peu ça l'idée. Et ouais, j'ai développé depuis un certain temps, mais comme je vous ai dit, hein, je suis là jusqu'à 114 ans. Alors, 5 minutes de stand-up. Peut-être l'écriture. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'écriture? D'où est née cette envie d'écrire? Vraiment, quand tu es le genre de personne qui, à chaque anniversaire, se demande si au moins 2 personnes vont venir, c'est que les amis que tu as dans ta tête, ce sont tes plus proches amis. Donc, j'ai grandi vraiment. Les gens que ma mère invitait à mes anniversaires, je ne jouais pas avec. Hein, je prenais les livres comme mon frère, j'allais les lire dans un coin. Et il y a toujours quelqu'un à ta fête d'anniversaire qui est beaucoup plus à l'aise avec tes invités. Donc, tu crois que c'est son anniversaire alors que c'est le mien, tu vois. Donc, non, ouais, c'était ça. Je suis d'ailleurs toujours très, très introvertie. J'ai du mal quand même beaucoup à exprimer ce que je veux dire avec les gens, à affronter les conflits en personne. Je m'en sors beaucoup mieux à l'écrit. Je m'en sors mieux. J'arrive à dire ce que j'ai à dire en racontant des histoires aux gens. Et toute petite, j'avais beau être introvertie, mais j'aimais bien gagner de l'argent. Quand il y avait un invité dans le salon, j'allais le voir, qui attendait mes parents tout seul, j'allais le voir ou la voir pour lui dire « Tu veux que je t'écrive une histoire ?» Et la personne répondait « Oui ». Et bien sûr, je n'envoie pas chier un enfant de 6 ans. Non. Et je lui demandais « Donne-moi un sujet » parce que j'ai toujours adoré les sujets. Et là, on me donnait, on me donnait toujours l'école. Donc, ouais, j'écrivais sur l'école, j'écrivais une histoire et je lui lisais l'histoire que je venais d'écrire. Et je m'arrêtais au moment où ça devenait intéressant. Et il me demande, c'est quoi la suite? Et je dis, la suite, ça coûte 30 ans. 6 ans? Ouais. Et voilà comment je ne devais pas dire aux parents parce qu'ils n'aimaient pas que je prenne de l'argent des gens comme ça. Mais voilà, voilà, et le truc c'est que je donnais toujours un montant c'est 175 parce que je sais que tu n'auras pas 75, tu vois. Enfin, d'ailleurs, je rends jamais la monnaie, pour vous dire. Et donc c'est 16 et c'est 14. Je n'ai pas la monnaie. Je jouais toujours là-dessus parce que je savais que j'écrivais bien, je savais que je racontais bien. Et je savais que je surprenais. Donc, je sais toujours que on va en savoir plus quand on est surprise. On veut... Ouais. Et c'est ce que j'ai aimé dans le stand-up, c'est que c'est toujours l'art de la surprise. Et voilà comment je me suis retrouvée dans l'écriture, parce que les gens n'étaient pas gentils à l'école, parce que j'étais mieux dans ma tête, et surtout parce que, je sais pas, j'avais toujours des histoires dans ma tête qui semblaient pas être de mon âge, ou... Ouais. Et je ne savais pas avec qui en parler. Et ouais, j'étais... Et même maintenant, j'ai toujours un attrait plus spontané envers les personnes, soit beaucoup plus jeunes que moi, genre 10-15 ans plus jeunes que moi, soit... Bon, maintenant, les 10-15 ans plus jeunes que moi, ce sont des assholes qui sont au lycée. Donc, on va dire soit des primaires, soit des personnes âgées. Et le milieu, là, je trouve pas ma place.
Et je passe par l'écriture pour compenser. Et pour en faire un métier, il faut juste... C'est juste que je sais pas, en me déconstruisant, j'ai déconstruit le capitalisme malgré moi et je suis juste incapable de m'asseoir ne serait-ce qu'une journée dans un bureau et je me dis, quitte à trimer, autant trimer pour que cette carrière marche. Et 114 ans. Tout petit peu. Les sujets qui fâchent. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu entends par rencontre? Les gens. Alors, bon, les études que j'ai faites, mais vraiment, c'est pas... Les études que j'ai faites, c'est... J'ai fait une école de commerce qui s'appelle HEC, vous le saurez très vite dans le livre, et c'était une sorte de compromis. Je suis arrivée en France à 15 ans. Je suis l'aînée de ma famille et mes deux parents sont ingénieurs. Donc, ils m'ont dit, quitte à ne pas être ingénieur, parce que franchement, ils espéraient vraiment que je sois ingénieur aussi. Quitte à ne pas être ingénieur, tu feras HEC. Et je ne savais pas ce que c'était. Donc, au début, quand tu es au lycée, tu entends parler de prépa HEC. Et une fois que tu es en prépa, tu entends parler d'une école HEC. Mais je sais que j'aime bien qu'on me fixe des défis qu'on pense que je ne saurais atteindre. Et donc, big up aux haters. Hein. Et je vais les atteindre. Donc, j'ai fait ça. Et je pense que ce que j'aime bien dans le fait, parce qu'au début, franchement, quand je vivais comme une honte, c'est sûr que c'est plus une fierté. Je ne l'ai pas toujours vécu comme une honte. Ce n'est plus une fierté comme avant. Avant, j'étais fière. Parce que, allez me compter les gens qui débarquent de France à 15 ans, qui arrivent seuls dans une école privée, catholique, blanche, dans le sud de la France, où on te met de la colle sur la chaise, où tout le monde... Enfin, quand tu lis, on te demande de lire le cours d'histoire, là. Quand tu lis le livre d'histoire, toute la classe se retourne pour écouter ton accent, alors que toutes ces personnes ont un accent toulousain alors tu ne te retournes pas pour écouter leur accent toulousain, mais bref. On se retourne pour écouter ton accent et la prochaine personne qui va lire exactement en imitant ton accent. Bref, va vivre dans ces conditions avec des luxations de rotules récidivantes tous les jours qui s'aggravent jusqu'au bac. L'opération, j'ai choisi d'attendre le bac parce que je ne voulais pas laisser gagner Lisa et les autres qui essaient de me dire que oui, un esprit sain dans un corps sain, prends soin de ta santé d'abord, c'est-à-dire laisse l'école, va te faire soigner, reviens après pendant que moi je passe le bac et je vais en prépa, tu vois. Donc je ne voulais pas laisser gagner, j'ai dit que attends, on va faire ça après. Je vais m'en occuper après le bac, mais sauf que ça s'aggravait. À partir du moment où on devait me porter sur ma chaise pour m'emmener à l'infirmerie parce que voilà, les genoux qui lancent, va vivre comme ça là dans un pays où tes genoux te lâchent dans le froid et où tu es obligé de marcher dans la neige sur les fesses pour attraper le bus parce que quand tu boites dans ce pays-ci, quand tu boites, les gens ont peur de toi. Ils vont pas accepter l'autostop pour que tu les déposes juste à l'arrêt de bus. Non, ils ont peur de toi. Quand tu vas te ranger dans le hall d'un immeuble, ils vont te demander de partir. Il neige dehors. Ils vont te demander de partir. Tu es là avec ta valise de la semaine, ta valise de l'internat, tu es là avec ton cartable sur le dos. Ils vont te demander de partir et tu pars sur les fesses, attraper ton bus. Va être première de ta classe dans ces conditions. Donc, là, je suis fière d'avoir eu ce parcours-là. Je suis fière. Mais, je ne suis pas fière, même si j'essaie de casser cette honte-là, je ne suis pas fière d'avoir vu tout de suite que ce parcours élitiste, qui a été décidé comme élitiste par une certaine catégorie de la population, est un parcours qui m'éloigne des miens, en fait. C'est un parcours qui valide le capitalisme, c'est un parcours qui valide la suprématie blanche, c'est un parcours dans lequel, en fait, on ne va jamais te parler de la colonisation, c'est un parcours dans lequel on ne va jamais te parler de la France-Afrique, c'est un parcours, en fait, qui va te mettre des idées. On fabrique les élites africaines pour faire perdurer la soumission, on va dire. Je ne suis pas fière d'avoir été... Parce que je suis pas fière parce que je sais qu'il y a des étudiantes et des étudiants
qui beaucoup plus tôt que moi ont eu ce déclic-là et posent des questions qui dérangent. J'aime ça qu'il y a des enfants de primaire qui demandent pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin en grammaire. Moi, tu me dis que le masculin l'emporte sur le féminin, je dis OK. Et j'aurais 10 sur 10 à la dictée. Je ne suis pas fière de ne pas avoir eu cette intelligence-là, cet esprit critique-là suffisamment tôt. Je ne suis pas fière d'avoir été si facilement manipulable. Ça, je n'en suis pas fière. J'en ai eu honte pendant très longtemps. Ça m'a déprimée pendant très longtemps. Mais si je continue de faire ce que je fais, c'est que je sais qu'il n'est jamais trop tard pour changer de paradigme. Il n'est jamais trop tard pour changer sa façon de voir le monde et pour s'insurger. Donc, ce parcours-là m'a permis de voir que, enfin, déjà, attendez. Il y a plein de gens qui n'ont aucun diplôme et qui vont penser, bah ouais, c'est parce qu'ils ne peuvent pas ou elles ne peuvent pas, et que les autres qui gagnent mieux qu'elles, bah, ce sont des personnes qui le méritent du fait de leur diplôme, du fait d'une certaine intelligence. Maintenant, je sais que ça n'a rien à voir. Donc, je sais que je n'ai aucune honte à avoir, que je n'ai que personne ne mérite quelque chose mieux que moi. Maintenant, je le sais. Maintenant, j'ai regardé, je suis allée voir là-haut et j'ai rien vu vraiment. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui justifie une oppression, qui justifie un privilège. Maintenant, je le sais. Tu vas te dire que, bah ouais, voilà, on souffre comme ça parce qu'on n'a pas eu 20 au bac, tu vois. Non. Tu peux avoir 20 au bac. Ça ne voudra rien dire. J'ai pu voir, en effet, et c'est dit là-dedans, que le cerveau humain a ceci de très, très mystérieux que le savoir et la connerie peuvent coexister dans le même cerveau. Voilà, ça c'est pour les études et les rencontres. Vous avez compris pourquoi j'ai mis un petit papier. Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est passionnant. Et on comprend beaucoup mieux, ça éclaire beaucoup mieux ce que nous avons lu. Voilà. Tu as fini ? Ouais. Mais écoute, merci. C'est parfait. Merci, Jo. Donc, la parole est à vous. Nous vous offrons la parole. Rania va s'occuper du micro. Elle va faire le tour à l'intérieur. Merci, Rania. Qui voudrait intervenir ? Ah, merci. Malika. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Jobucine, merci. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre université à Paris 8. Alors pour commencer, je vais lire un extrait de la nouvelle Coucou ou le non-métissage qui m'a plu. 2 secondes, C'est la nouvelle dont je parlais tout à l'heure. Oui, exactement, oui. Le colorisme. Exactement. Alors, elle se souvient du jour où Mamie, sa deuxième maman, avait rajouté à sa collection de poupées une Barbie noire. Figurez-vous, une Barbie noire. Coucou avait été horrifiée, traumatisée par le sacrilège. Maman a retrouvé la poupée noire à la poubelle et n'a rien dit à Mamie pour ne pas la fâcher. Elle a expliqué à Coucou que Mamie avait cru lui faire plaisir, que seule dans le froid canadien, elle avait immédiatement pensé à son bébé en tombant sur cette poupée, qu'elle s'était empressée de l'acheter et de la ranger dans sa valise, et que c'était le seul cadeau qu'elle avait pensé à apporter. Donc, dans cet extrait, vous parlez de la petite fille Coucou, qui souffre de sa couleur de peau. Et elle refuse même de posséder une Barbie noire dans sa collection. Alors je voudrais savoir comment est né ce sentiment de négrophobie alors qu'elle vivait dans un milieu de noirs. Et si vous avez connu ce même sentiment, dans votre enfance ou jeunesse au Cameroun, comment définiriez-vous aujourd'hui la négrophobie ailleurs qu'en Afrique? Et est-ce que vous constatez une évolution en bien ou en mal? Merci. Merci Malika. Merci. Ok, essaye.
J'essaie de me souvenir. Où est née cette honte d'être noire alors qu'elle n'a que 4 ans et elle est au Cameroun? Elle a une maman métisse et une maman qui est noire. Et sa mère biologique est noire et foncée de peau comme elle. Le mot que j'emploie quand je parle de racisme, c'est systémique que je mets derrière. Négrophobie systémique, sexisme systémique. Parce que moi, je ne gère pas les individus. Enfin, je ne gère pas les conflits de voisinage, etc. Là, récemment, on me parlait de, mais tu vois, en Afrique du Sud, en ce moment, on est en train de tuer des Nigérians. Mais en fait, c'est pas systémique. C'est pas légitimé par la loi. C'est pas légitimé par les médias. Tu peux pas tuer un Nigérian en étant sud-africain et on va rien dire. Le racisme systémique, c'est quand tu peux le faire et on ne va rien dire. Le sexisme systémique, c'est quand tu peux violer une femme, on va rien dire. Quand tu peux la payer moins cher, bah, on va rien dire. C'est légitimé par plusieurs systèmes, qu'ils soient religieux, éducatifs, économiques, médiatiques, politiques. C'est légitime, c'est normal. Donc, comment est-ce qu'on intériorise que la couleur de peau qu'on a n'est pas la bonne? Ben, c'est dans l'air que tu respires. Quand tu sors du ventre, ben, voilà, de l'utérus, ben, on te dit bienvenue. On te dit, tu allumes la télé. On te dit, ben, tu n'es pas là, tu n'as pas ta place là. C'est... Ouais, enfin, ça s'appelle juste la suprématie blanche. C'est quelque chose qui existe dans le monde entier, sauf au Canada. En tout cas, c'est ce que les Canadiens pensent. Que leur pays est exempt de suprématie blanche. Donc, que dans leur pays, il n'y a pas de racisme, que tout le monde est à égalité. Donc, moi, je me dis, ben, attends, on a intériorisé la suprématie blanche au Cameroun, mais pas au Canada. On continue quand même d'exterminer les peuples indigènes, notamment les femmes. Bah, donc voilà, quelque chose de systémique, c'est quelque chose qui ne s'en va pas, franchement, ça ne s'en va pas avec la diminution numérique. Je dis, il suffit d'allumer, c'est quoi la chaîne de Bolloré là, A+, la chaîne africaine de Canal. Il suffit d'allumer A+, où tu vas voir que toutes les personnes sur la chaîne sont originaires d'un pays d'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique différents. La chaîne est installée à Abidjan. Mais toutes les personnes autour de la table vont parler avec un seul accent, qui est l'accent du colon. Donc, sans la présence d'un seul blanc ou d'un seul français dans la salle, on a déjà la suprématie blanche qu'on a intériorisée. C'est dans plein de choses, tu vas voir, sans la présence d'un seul mec cis dans une salle, on va toujours employer le masculin qui l'emporte sur le féminin, tu vois. Enfin, c'est le système qui a fabriqué ton subconscient collectif, même la façon dont on t'élève. La maman de Coucou va lui dire, va l'appeler tu es belle comme une Américaine. Elle va jamais lui dire tu es belle comme une Camerounaise, tu vois. C'est la façon dont on va t'éduquer, les mots que tu vas utiliser, les jouets avec lesquels tu vas jouer. Là, il se trouve que tout à coup, ce jouet-là est noir. Bah, là, tu vas voir qu'il y a un problème. Et que tu sois enfant blanc, non blanc, bah, ce sera non anodin. Enfin, là, ça va sauter. Alors que quand c'est blanc, c'est neutre. Donc, quand tu vas mettre à l'enfant un dessin animé où il n'y a pas un seul personnage blanc, bah, ça va interpeller. Donc, voilà. La réponse est le racisme systémique, la négrophobie systémique, qui se retrouve en effet dans tous les systèmes, que ce soit dans les États-Unis d'Obama ou en Afrique du Nord ou en Europe. Il n'est pas bon d'être noir. Et même en arrivant au Cameroun, il ne sera pas bon d'être noir, comme on le voit dans la scène du consulat du Cameroun, dans Assisi, il faut souffrir pour être française. Donc on va faire passer les non-noirs en priorité. Les noirs, ben, vous avez un coin pour vous, vous allez vous entasser là-bas, comme vous savez le faire sur les bateaux.
Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, c'est quand même, enfin, je sais pas, je veux dire, 5 siècles d'esclavage, c'est quand même long, tu vois. Donc, ça s'installe très, très bien dans nos gènes, et que ce soit les gènes des oppresseurs ou ceux des personnes opprimées. Donc, ta place dans le système est déjà une information génétique que tu dois combattre de ton vécu, mais que tu dois le faire de façon consciente. Tu ne le feras jamais inconsciemment. Est-ce que est-ce que ça a baissé ou ça a diminué? C'est ça que tu m'as posé dans donc ça ne va pas changer. Ça reste gravé. Ça ne va pas changer le temps qu'on ne fera rien. Voilà. Pour le moment, ça reste pareil. C'est gravé dans la personne, dans les personnes elles-mêmes. C'est sûr que ça évolue, ça c'est certain. Là maintenant, il y a des combats qui se font, il y a des choses qu'on t'arrache, mais tant que tu ne luttes pas, et vraiment c'est pour toutes les oppressions systémiques, tant que tu ne luttes pas, personne ne va te donner quelque chose. Et tant que tu ne continues pas de lutter, ben, tu risques de te le faire enlever de nouveau. Juste dans le système capitaliste, vous voyez bien que le travail domestique est gratuit, les femmes sont exploitées par l'économie, elles sont rémunérées nulle part, mais là c'est en Suède qu'on vient de faire passer, on va rémunérer les grands-parents qui participent à élever leurs petits-enfants. Donc tu vas recevoir un salaire parce que tu es grand-parent, parce que tu participes quand même à l'économie. Et arriver dans un monde où les femmes sont rémunérées juste pour le travail qu'elles font à la maison. Tu n'as pas envie de retourner dans un autre monde où elles n'étaient pas. Tu ne vas pas refuser cet argent parce qu'entre-temps, les choses continuent d'avoir un coût. La nourriture continue de coûter cher, les choses continuent d'être chères. Donc, tu ne vas pas le refuser. Tu ne vas pas dire « Ah non, c'était mieux avant » ou « Les femmes n'étaient pas payées ». Toi, en tant que femme, tu vas l'accepter. Tu vas le vouloir, mais tu vas surtout te demander comment les femmes d'avant faisaient pour accepter de faire tout ça gratuitement, quoi. Parce que c'est l'usure de ton corps. Charge mentale, charge émotionnelle, charge physique, c'est l'usure de ta vie. On te dit que ça dépasse les... Mon bébé est tombé, ouais. Relève-toi comme une grande. Bref, pour l'instant, c'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Et pareil, pour la négrophobie, tu peux encore buter un noir sur son canapé gratuitement. Ben, on va se demander, mais ah ouais, ça se passait vraiment comme ça. Et que faisaient les Noirs pendant ce temps? Ben, les Noirs se rebellaient et on les butait aussi. Mais ils continuaient de se rebeller. Mais t'inquiète, quand ils se rebellent, il y aura toujours des gens pour dire, mais les Noirs, ils sont trop gentils, on peut leur faire n'importe quoi. Regardez les printemps arabes, ce n'est toujours pas arrivé chez eux, voilà, tu vois. Et il y aura toujours des gens pour dire qu'on est trop calme. Quand on l'ouvre, il y aura toujours des gens pour dire que on fait nos ghettos, on est des racailles, les meufs sont des grandes gueules, etc. Toujours est-il qu'on va continuer de l'ouvrir, on va continuer de se faire tuer, mais si on ne fait rien, ce ne sera que pire parce qu'on sort quand même de plusieurs siècles d'esclavage. C'est vrai que, excusez-moi, en France, là je viens d'écrire un texte qui s'appelle La France sourit à ceux qui parlent anglais. La France aime bien les Nord-Américains. Hein, donc, attendez que je revienne dans quelques temps, mais on va m'étaler. Je vais me dérouler le tapis rouge. Question. Sébastien, tu fais pas ton travail. Sébastien. Merci. Bonsoir. Vous n'êtes pas la première personne dont je suis le travail, qui est donc une personne créative, racisée, qui a passé du temps en France ou s'est trouvée en France et qui émigre pour le Canada. Est-ce que ce déménagement, est-ce que cette émigration vous procure plus de sérénité pour pouvoir avancer dans votre travail et vous concentrer sur votre travail et pas simplement perdre du temps
et de l'énergie en fait à vous battre contre des moulins à vent en France et en Europe continentale. Merci. Donc, je ne suis pas la première personne. Je n'ai pas lancé un mouvement d'exode. Très étonnant. Me faire perdre du temps, si, bien sûr. Franchement, vraiment, j'avais autre chose à faire de ma vie. Vraiment autre chose. J'avais un autre plan pour moi. Moi, je voulais lutter contre le braconnage des éléphants. Ça, c'était mon plan. Et révolutionner l'éducation au Cameroun. Donc, le système éducatif. C'était ce que j'étais censé faire. Avant que je ne découvre qu'il existe des oppressions systémiques. Donc, oui, on me fera toujours perdre du temps. Mais pour le Canada, c'est tout simplement parce que pour les opportunités qu'il y a. Et là, en très très peu de temps, j'ai déjà eu des opportunités qu'il m'aurait fallu des années en France pour les avoir. Et pourtant, je ne connais personne. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un accélérateur. Le pays lui-même est un accélérateur de projet. J'y vais pour des raisons personnelles, des raisons professionnelles. Et quand on me demande jusqu'à quand je suis là, parce que quand on entend mon accent français, ouais, j'ai découvert sur place que j'avais un accent français. Quand on entend mon accent français, on pense que je suis en PVT et que je m'en vais. Et je dis, je m'en irai quand Hollywood m'aura appelé, c'est-à-dire dans 2 ans. Dès qu'on m'appelle, je m'en vais. Mais j'espère seulement que Toronto sera vraiment le nouvel Hollywood. Donc, que je n'aurai pas à me déplacer pour les États-Unis parce que j'ai vraiment jamais été attiré par ce continent, ces États. Et Toronto, bon. J'avoue, regardez mes chaussures. Regardez, j'ai des chaussures diverses. Ce sont les plus belles que vous voyez là, donc pour vous dire à quel point elles sont moches. Et il faisait -16 le 12 novembre. Donc, on n'y va pas pour la météo. J'y vais vraiment parce que je veux que les choses avancent. En fait, ouais, j'y vais parce que je veux arrêter de travailler. Et je veux prendre ma retraite comme... comment elle s'appelle la go de Chang Li? Nicki Minaj. Je veux prendre... franchement, si je peux prendre ma retraite à 40 ans, je suis content. Comme ça, je peux aller m'occuper de mes éléphants. Question. Merci. Merci, Justine. Alors, je laisse la parole aux étudiants, mais je suis frustrée parce que tu parlais d'attirance. J'aurais bien aimé te poser une question sur Tu t'y plais, le début du roman, et à la fin, quand tu quittes la France, et ce que tu fais dire sur la France, c'est magnifique. Mais ce sera pour tout à l'heure, si jamais les questions se tarissent. Oui, question. Sébastien, s'il te plaît, micro. Merci, Sébastien. Et la caméra en même temps, c'est bien. Merci pour votre présentation. Je viens de vous découvrir en fait. Et en fait, si j'ai bien compris, vous êtes une écrivaine engagée qui est inscrite dans un mouvement de décolonialité. C'est ça, vous êtes inscrite vous êtes héritière du mouvement de la négritude, si on peut dire, de Senghor, Césaire et Damas. Alors, en fait, comment est-ce qu'on peut vaincre un racisme systématique si on a toujours une attitude victimaire? Alors, ça, c'est ma première question. Puis après, en fait, vous avez parlé à un moment de Harlem Renaissance. En fait, peut-être je n'ai pas bien suivi. Et puis après, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez eu un problème de réception pour vous connaître, en fait? On vous connaît pas assez, peut-être. Et là, je me dis peut-être que vous avez un problème de circulation ou de censure ou voilà, des choses comme ça. Merci. Merci.
Première question, c'était les victimes. Attitude victimaire. Bon. Déjà, tu ne décides pas d'être victime, tu préfères ne pas en être une. Donc, à partir du moment où tu n'as pas dénoncé un coupable, bah, il n'y aura rien qui changera. Donc, ta situation de victime, c'est pas toi, c'est juste toi qui la reconnais enfin pour avoir une révolte, pour demander un changement, une réparation, pour demander quelque chose par rapport à ça, pour exprimer ton mécontentement, ta colère, ta rage. Et c'est ça qui va créer le changement. Donc, ouais, victime, ce n'est même pas un gros mot. L'offense, c'est celle que tu as reçue, en fait. Tu ne devrais même pas avoir honte d'être une victime. Mais vraiment, jamais. Pour moi, c'est la première étape pour qu'il y ait quelque chose. Et je sais pas, attends. Même si j'essaye de ne pas trop citer les LGBT-phobes, j'aime chanter Je me tire de Maître Gims. Il dit dans un truc là, attends, je me tire, je suis parti sans rien dire. Attends, il dit un truc à un moment là que je sais que ça fait cliché de dire qu'on est des victimes. Moi, chaque fois je dis, ça fait pas cliché de dire qu'on est des victimes, tu vois. Je reprends ces paroles pour dire, je refuse de dire, je sais que ça fait cliché de dire qu'on est des victimes. C'est pas cliché, on est des victimes. Attends. Il faut parce qu'il faut montrer comme chiffre pour que tu vois qu'il y a offense et qu'il y a des victimes. Et qu'il y a des victimes de façon systémique. Et que donc ça veut dire que ça se compte en milliards. Et ça veut dire que c'est pendant qu'on respire. Ça veut dire que c'est en ce moment même. Donc, ouais, il y a des victimes. Le changement, bien entendu, bon, il ne se fera pas seulement il ne se fera pas seulement du fait des victimes, sauf si on s'organise. Parce que franchement, de façon numérique, il y a toujours plus de victimes que de... C'est ça le système, il y a toujours plus de victimes que d'oppresseurs. Mais le système va criminaliser toutes ces insurrections. Le système va créer des lois qui vont punir les victimes, qui oseront accuser les oppresseurs. On a vu comment Sud Éducation 93 s'est fait museler. On a vu comment mon compte Twitter s'est fait museler. On a vu comment mon compte Instagram s'est fait museler. Là, j'ai un nouveau compte Instagram, Beignet Haricot au pluriel. Depuis octobre. Pour l'instant, je suis sage. J'ai écrit 5 astérix pour dire white ou blanc, parce que je sais maintenant comment fonctionne. Je crois avoir des... J'essaie de ne plus utiliser le hashtag intersectionnalité sur le truc, tu vois. Ils ciblent vraiment ces hashtags-là et on dénonce en masse. Mais maintenant, je cherche même pas la masse, je cherche l'efficacité, tu vois. Donc, si tu as réussi à me trouver alors que je me suis censurée comme ça, ben voilà, bienvenue. Je sais que tu vas rester, tu vois. C'est pas tomber dans le... c'est validiste ça, l'oreille d'une sorte. Il y aura du chemin. Donc, c'est pour ça que je fais mon stand-up dans des espaces, aussi pour ça, dans des espaces intersectionnels ou antiracistes. C'est parce que je veux que ce soit efficace. Je veux pas seulement que n'importe qui rigole. Je veux que les personnes concernées soient dans la salle et découvrent qu'elles sont victimes. Pour Harlem Renaissance, ce sera en 2020 les 100 ans du mouvement. On se situe autour de 1920, après la Première Guerre mondiale, où les États-Unis avaient soutenu la France, l'Europe face à l'Allemagne. La France et la Russie étaient potes à l'époque. Les États-Unis avaient soutenu la France de Pétain avait supplié d'envoyer du renfort parce qu'elle se faisait déjà battre. Ça faisait déjà pratiquement 4 ans qu'on était en pleine Première Guerre mondiale et les États-Unis ont dit ok, on va vous envoyer du monde, mais on va vous envoyer des Noirs, quoi, tu vois, parce qu'ils voulaient pas trop entrer dans la guerre. Du coup, les États-Unis qui étaient quand même ségrégationnistes
ont essayé de motiver des Noirs à venir se faire tuer à l'international, parce que pour l'instant, ils se faisaient tuer que sur place, s'ils faisaient l'erreur de s'asseoir à l'avant, dans la zone des Blancs, dans le bus. Et les Noirs des États-Unis sont arrivés en France, ont combattu et ont vu en fait à quel point les Français les accueillaient bien. Ils s'entendaient super bien, ils faisaient la guerre mélangée dans les tranchées. Enfin, c'était une franche camaraderie. Il y avait, on appelle ça, le bal nègre. Enfin, franchement, ils s'éclataient ensemble. Même les soldats ont choisi de rester. Les artistes intellectuels noirs de là-bas, les Miles Davis et les Josephine Baker, les James Baldwin, ils se sont déplacés, ils se sont installés ici parce que, attends, c'est quand même un pays où on ne voit pas de différence blanc, noir, on est tous ensemble, c'est quand même un pays où il n'y a pas de racisme, c'est un pays où c'est bien. Et donc, c'est ça qui m'interpellait et qui m'énervait maintenant que je suis avec les Noirs d'Amérique du Nord. C'était cette vision de la France que j'avais de ces artistes et intellectuels noirs, cette vision d'un pays si exempt de racisme. C'est ça que j'ai voulu mettre en parallèle avec mon parcours pour cet ouvrage-là. C'était que à Harlem Renaissance, ce sont des Noirs qui ont été si bien accueillis en Europe, qui se sont sentis pousser une identité américaine. Donc, aux États-Unis, les gens les voyaient comme des Afro-Américains. En France, on les voyait comme des Américains. Les Afro, c'était dans les colonies. Et ils se sont dit, mais en fait, oui, I too am America. Allez vous renseigner sur la Harlem Renaissance. C'est un poème de Langston Hughes qui s'appelle I too, et ça se termine par I too am America. Et ces Noirs-là, au contact des Français, au contact des Européens, ont découvert qu'ils étaient non seulement des hommes, parce que c'est pour ça qu'ils sont allés à la guerre, mais ils étaient surtout des humains. Et ils sont retournés là-bas en disant comment est-ce qu'on me traite dans ce pays, etc. Et ils ont décidé, certains ont dit, allez, je me casse, je vais m'installer en Europe. Et moi, c'était l'inverse. Une Noire qui arrive en France et qui découvre qu'elle était traitée avec si peu de dignité, contrairement aux autres, que, hey, c'est là que tu te rends compte qu'il y avait un pays où on te traitait bien, tu vois. En tout cas, cette question de la race-là, tu n'en souffrais pas tant que ça. C'était plus... il y avait d'autres oppressions que tu subissais, mais nulle part, on te disait que tu étais moindre, tu n'étais personne. Alors qu'en France, on te disait que tu étais danger, que tu étais moche, tu étais laideur, tu étais bêtise, tu étais... Je sais pas, tu étais insolence, bref. Et là, comparé à eux, moi, je ne veux pas rester en Europe. Moi, je me dis, OK, je me casse ailleurs, je vais chez eux. Donc, c'est comme... c'est quoi la courbe là qui est comme ça là? La fonction. Ouais. Les as. Ouais. Naya. Là-bas qui essaie de se souvenir. Donc, ouais, c'était pour conclure sur la Harlem Renaissance. Le texte, la deadline, c'était vendredi dernier. Je dormais en l'écrivant tellement. Franchement, là, comme ça, là, 3 mois que je ne dors pas. 3 mois. Vraiment. Là, je respecte les mamans, là. Je vous respecte. Non. Et je viens d'apprendre qu'on a... la deadline, finalement, c'est le 26 novembre. Donc, je vais pouvoir... parce qu'en fait, je ne suis pas fière de la fin. La fin, là, quand elle est bonne, tu sais, quand tu as ta punchline de fin, moi, je tiens à ma punchline de fin. Tant que je ne l'ai pas trouvée, je ne peux pas envoyer ça comme ça. Incroyable. Ce sera cool. Ce sera chez Rive-Neuve ou Continent. Une petite parenthèse avant de passer le micro à Sophie. Je crois que votre question, je vous remercie, enfin moi en tout cas je vous remercie beaucoup d'être passé de
votre question de comment vaincre un racisme systémique, pas systématique, quand on se pose en position de victime. Je trouve ça très intéressant. Ou enfin, en tout cas, oui, pardon. Oui, merci, parce que je crois que ça mérite vraiment réflexion. C'est-à-dire pour pousser les gens et les accuser de se poser en victime, ça pose beaucoup de questions au regard de tout ce que tu viens de nous apporter comme élément de réponse, Jo. Donc, merci. Sophie, caméra. Bonjour, merci pour votre présentation. Dans votre livre Assisi, il faut souffrir pour être française, vous abordez votre combat contre le racisme systémique en utilisant une approche intersectionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus à ce propos? Et j'ai une deuxième question. Juste avant de rencontrer Ramayat, ici il y a une discussion avec Fanny par message. Devine qui je vais voir ce soir. J'ai envie de dire les femmes handicapées, mais elles sont invisibles. Alors, pourquoi dans ce livre n'y a-t-il pas de femmes racisées et handicapées? Merci. Intersectionnalité. Je devrais peut-être apprendre une définition plus... Je crois que je le dis au stand-up quand je me présente, c'est dans le livre. Je dis, je m'appelle Jovistine et je fais du stand-up. Mais attention, je ne fais pas du stand-up français, je fais du stand-up intersectionnel. Est-ce que vous connaissez la différence entre le stand-up français et le stand-up intersectionnel? Donc, stand-up, donc les gens ne connaissent pas. Dans le stand-up français, dans le stand-up intersectionnel, l'humoriste se sert de l'humour pour lutter contre le racisme systémique, les LGBT-phobies systémiques, le sexisme systémique, le classisme, le validisme. Et dans le stand-up français, l'humoriste glisse parfois des blagues racistes, des blagues sexistes, des blagues LGBT-phobes, etc. Et c'est ça, en fait, l'intersectionnalité. C'est le fait de prendre conscience qu'il existe diverses sphères d'oppression systémique. On peut être opprimé pour une question de race. On peut être en situation d'oppression, de privilège dans la sphère de la race, dans celle du genre, dans celle de la sexualité. Ou, je ne vais pas appeler ça de sexualité, mais plus identité de genre et romance. Enfin, on peut être hétérosexuel et pas en romantique, par exemple. Tu vois. Non, j'ai perdu beaucoup de personnes, je sais. Donc, on peut avoir seulement des rapports sexuels, avoir seulement une attirance sexuelle pour des personnes du sexe, du genre opposé, on va dire, si il y a genre opposé. Et tout en étant capable de tomber amoureuse de tous les genres. Voilà. Et on restera hétéro, même si tu es amoureux d'une autre personne, du même genre que toi. Et il y a les questions de la classe aussi, les questions de validisme. Comme tu essaies de me piéger sur la question du validisme. Donc on peut être en situation, j'ai bien aimé surfer là-dessus, on peut être en situation de privilège dans une sphère et d'oppression, on peut être opprimé dans une autre. On a vu dans Marlène ou la loi que Marlène rencontre, dans 9 histoires lumineuses, Marlène rencontre Flo. Elles sont toutes les deux femmes, donc elles subissent toutes les deux le sexisme systémique. Elles sont toutes les deux camerounaises, noires, elles subissent toutes les deux le racisme systémique. Mais Marlène est fille de ministre, elles sont toutes les deux queer. Donc, elles subissent toutes les deux les LGBT-phobies systémiques. Marlène est fille de ministre et Flo est les moins privilégiés socialement. Et face à la loi, ils n'auront pas le même poids.
Et la position de Marlène, Flo vient de perdre sa voiture, elle se rencontre dans un accident de voiture. Flo vient de perdre sa toute petite voiture, Marlène était dans la grosse voiture conduite par le chauffeur de ses parents. Et elle ne se rend pas compte que là, c'est la fin du monde pour l'une, en fait. Donc, elle essaie de draguer Flo, alors que je viens de perdre ma voiture, quoi. Tu viens de défoncer ma voiture. Je n'achète pas des voitures comme ça, tu vois. Et elles sont sur deux plans différents. Elles ne se rendent pas compte, pareil, face à la loi, il y en a une qui est riche et qui va échapper à la loi. Donc, la question du roman, ce n'est pas la criminalisation de LGBT-phobie au Cameroun, même si j'essaie de faire comprendre que d'où je pars quand même. Là, c'est quand même un pays où soupçon d'homosexualité, c'est 5 ans d'emprisonnement. Et un juge a emprisonné quelqu'un parce que la personne voulait des Baileys. Donc, c'est juste un soupçon, 5 ans. Donc, même si c'est ça que je dépeins, je te montre surtout que voici deux femmes qui n'ont pas le même poids. Il y en a une qui opprime l'autre parce qu'elle est riche, quoi. Et elles vivent dans deux mondes différents. Et donc, on va dire le cynisme de Marlène, il n'est pas vraiment volontaire. C'est juste que tu vois pas. Tu vois pas. Là, bon, je suis venue escalator et j'ai marché ici. Mais j'ai appelé la bibliothèque pour savoir si on pouvait venir en fauteuil roulant. On m'a dit que oui, il fallait appeler le numéro de la bibliothèque, on vient te chercher à l'accueil, etc. Il y a un ascenseur avec une clé, etc. Si tu es étudiant, tu peux avoir la clé. J'en profite pour faire passer le message. Si tu es étudiant, tu peux avoir la clé avec ta carte étudiant. Et, mais comme je ne suis pas handicapée, moteur, ben je ne vais pas remarquer les choses qu'il n'y a pas. Donc là, je peux aller quelque part sans savoir que, au fait, est-ce que j'aurais pu venir ici si j'avais été en fauteuil roulant, tu vois? Là, je ne vais pas remarquer que y a personne pour traduire ce que je dis en langue de signes. Voilà. Et ma vie va continuer, tranquille. Donc, ta question sur l'invisibilité des personnes handicapées dans le roman, voilà, parce que je ne suis pas handicapée, je vais oublier. Donc, quand tu es en situation de privilège, tu oublies, tu ne penses pas à tout le monde. Et quand tu apprends conscience, tu essaies quand même de glisser la phrase, tu vois, tu la glisses. Et aussi, pour avoir galéré quand même, les personnes qui ont lu le livre vont voir à quel point, comme je tenais à récupérer des témoignages réels, quand tu es en situation d'oppression, ne va pas chercher les témoignages de la personne que tu opprimes. Va chercher les renseignements sur Internet. Parce que tu vas dire des choses, tu vas formuler tes questions de façon très, très problématique. La personne est en face de toi ne sera pas du tout à l'aise. Elle a quand même une certaine colère vis-à-vis de toi et tes privilèges. Tu ne te rends pas compte de comment tu l'écrases en organisant un événement où on ne peut même pas entendre ce que tu dis, alors que ça l'intéresse. Tu vas essayer de lui faire comprendre, toi privilégié, que mais en fait, tu es gentil, tu n'as pas pensé à tout tes stress en ce moment, tu es jet-lagué. Enfin bref, tu vas essayer de lui faire comprendre, tu auras ta fragilité aussi. Elle sera fatiguée parce que toi, ce n'est qu'aujourd'hui que tu lui fais comprendre ça. Elle, c'est tous les jours qu'elle doit essayer d'avoir cette conversation avec une personne. Donc, ouais, j'ai appris ça à mes dépens, mais je l'ai noté, comment le livre a été écrit, à partir d'interviews, parfois, les personnes ne voulaient plus me parler parce qu'elles voyaient que ce serait trop la fatigue. Elles voyaient venir les larmes, on va dire, les larmes non musulmanes, les larmes non voilées, les larmes non trans, tu vois, les larmes d'une personne qui ne sera jamais dans ta position, mais qui va pleurer à ta place et qui va dire « Oh là là, je suis vraiment désolée que ça se passe comme ça, oh là là, j'aurais bien aimé être à ta place. » Tu vois un peu, ma dernière interview, j'ai entendu, on m'a dit « J'aurais bien aimé être noire. » On pense que c'est un compliment, mais on le dit, ce genre de phrase, en fait. On le dit sans s'apercevoir que la personne à qui on le dit, elle entend tous les jours. Et ça ne change rien à sa vie que tu aurais bien aimé être noire, en fait. Entre-temps, tu ne l'es pas.
Donc voilà. Il se trouve que j'ai fait un livre qui pèse quand même 600 grammes. Je ne sais pas combien il pèse, mais il est lourd. J'ai fait un livre qui essayait où je me demandais, est-ce que ce que je vis en France là, est-ce que ça aurait été pire ou meilleur si j'avais été une autre femme racisée? Donc il fallait que j'interviewe des femmes plus âgées, il fallait que j'interviewe des femmes plus grosses, il fallait que j'interviewe des femmes qui ont une religion qui est racialisée enfin, voilà. Comment tu appelles même ça? Persécutée. Et ouais, je voulais de l'intersectionnalité. Je le disais vraiment, alors que le mot n'était pas abordé dans le premier livre. Là, c'était vraiment dans ce but-là, de faire un livre qui se veut politique. Celui-ci était involontairement drôle, mais celui-ci l'est volontairement, qui se veut quand même drôle. Et dans lequel toutes les personnes qui pensaient qu'elles étaient à l'aise, que c'est à elles que je parlais, se rendent compte que non. Dans cette situation, si toi aussi tu es en situation de privilège et toi aussi tu vas te sentir, tu vas avoir le malaise que j'ai eu pendant mon interview, et j'espère que ce malaise va lancer un cheminement. Donc là, en ce moment, en effet, j'essaye de m'intéresser davantage à la question du validisme. C'est pas le truc qui est parmi les oppressions systémiques. Il y a beaucoup qui ne pensent même pas que c'en est une, mais je suis convaincue que si. Mais ce n'était pas dans la liste de Kimberlé Crenshaw, tu vois. Elle n'a pas dit on va aussi aborder le validisme. Voilà. Mais voilà, on avance, non? On progresse, on se répare, on s'améliore. Merci, Jo. Tu as parlé de la nouvelle Marlène et Flo. C'est une question, mais tu ne réponds pas. Elle rêve, hein. C'était un rêve après. Dans l'avion, sa sœur lui demande qu'est-ce que tu veux prendre comme menu. Et il lui dit zut, je viens de rêver de l'amour de ma vie. Et heureusement que tu n'as pas ton nez cassé, parce que dans la voiture, effectivement, la chauffeur lui a cassé le nez avant de tomber dans les bras de Marlène. Et puis finalement, c'était un rêve. Question, tu me répondras tout à l'heure au buffet, si tu l'as fait exprès. Le truc du rêve, c'était... Pourquoi tu veux que je réponde au buffet? Parce qu'on n'aura pas trop le temps. Gabriel. À qui? Ah, d'accord. Tiens. Ah, ok. Tu regardes de pas. Très bien. C'est intimidant. Vas-y. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était un plaisir. Et je voudrais vous demander, s'il vous plaît, des questions. On sait, parce que vous êtes à fond à la pensée décoloniale, à laquelle je suis aussi très intéressée, j'aimerais savoir si c'est vrai qu'il y a un certain rejet de la pensée décoloniale dans les moyens académiques. Et l'autre question, c'est plutôt, j'aimerais bien savoir si c'est possible, quels sont les philosophes, écrivains ou artistes qui vous ont inspirés dans votre travail et dans votre vie. Merci. Merci, Gabriella. Ok. Décolonial en milieu académique, je suppose. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. L'un des derniers livres que j'ai lu quand j'étais en seconde au Cameroun, ma première seconde, c'était Anthologie africaine de Jacques Chevrier, avec des extraits de la négritude. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la négritude. C'était ma dernière année au Cameroun et j'arrive en France et toutes mes études en France, ça n'a jamais été abordé. J'ai pas eu un seul auteur africain, une seule autrice africaine. Et de moi-même, de mon fait, j'ai pas lu de livres écrits par des personnes noires, en général. J'ai dû le faire de façon volontaire parce que ça se voyait même dans mes écritures, ça se voyait même dans ce que j'écrivais. Tous mes personnages étaient blancs tout au début et aucune histoire ne se passait en Afrique. Donc oui, j'ai un esprit très colonisé et qui a été aussi colonisé par le système éducatif dans lequel j'ai évolué. Donc je suppose que c'est un choix, ce n'est pas un accident. C'est un choix s'il n'y a pas eu ces auteurs-là. Mon prof à la rentrée, en première,
Donc, il m'avait déjà eu en seconde et il m'a tellement aimé qu'il a tenu à mettre au programme de première une lecture obligatoire. C'était Dans la peau d'un noir de, je ne sais plus, un auteur blanc. Et voilà, voilà comment j'apprenais le racisme. Et en tout cas, ce n'était qu'aux États-Unis. Je n'apprenais pas celui qui s'est passé en France. Donc, j'allais lire l'histoire d'un blanc qui se pigmente la peau. Je découvre maintenant que c'est vraiment que du blackface, mais bon. Qui se pigmente la peau pour devenir noir et qui voit le changement de la société autour de lui, comment est-ce qu'il sort de l'église et que les gens... Enfin, cette scène m'a marqué, la haine qu'il reçoit sur le parvis de l'église, des blancs qui le voient. Et donc, est-ce que j'ai été inspirée? Non. Non. J'ai été colonisée par plein d'auteurs blancs, hommes cis. C'était ça mes lectures, c'est ça qui me faisait avoir de bonnes notes. J'ai découvert le féminisme via la domination masculine de Pierre Bourdieu. J'en ai honte maintenant, bien sûr, mais il fallait dire la vérité dans Assisi. Je ne vais pas vous dire que j'ai toujours été la femme parfaite que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment en déconstruction permanente. Donc moi, c'est important de remettre en question ce que j'ai fait avant et il me tarde de remettre en question ce que je fais maintenant. J'ai les auteurs intellectuels, philosophes. Non, j'ai pas envie de les citer. C'est pas ces personnes qui m'ont inspiré. Même maintenant, franchement, les personnes dont je me revendique, même en stand-up, ont été MeToo, enfin, se sont MeToo. Donc, voilà ce qui se passe quand tes idoles sont des hommes cis blancs. Donc, il y a toujours... Si tu n'as pas encore de dossier sur eux, ça veut dire qu'on ne le sait pas encore. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'ils n'ont pas violé une personne ou pas crié nigga to their neighbor. Ça veut dire que ça ne s'est pas su. Donc je préfère ne pas les citer. Maintenant, quand on me demande quand je fais des promos et qu'on me demande chanteur préféré, écrivain préféré, j'essaie de citer la première noire qui me passe par la tête, même si c'est pas ma préférée, tu vois. Donc la première femme noire. Maintenant, c'est... Voilà. Et j'essaie de citer la personne la moins médiatisée qui me passe par la tête. Donc là, on va dire Bokbason, philosophe camerounais, mais bon, c'est pas une femme noire. Écrivaine Léonora Miano, Marianne le garçon noir. On va dire qui... Ouais, on va dire... j'ai été très inspirée par ma chanteuse Tiana Iwane, du groupe Iwane Tiana. Oui. Léonora Miano, elle est très médiatisée. Hein. D'abord Gabriel, s'il te plaît. Gabriel. Allez, on va dire Laurent Safo parce que je suivais quand même son blog avant. Mrs. Roots. C'est pas grave. Qui est Miss, notez. Les auteurs noirs intersectionnels à lire. Qui est Miss, Laurent Safo. Voilà, je réfléchis. Parce qu'on n'entend pas ta voix. On entend juste au micro. Gabriel. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu des doutes avant la publication de vos livres sur comment ça allait passer auprès du public, votre humour sur des sujets douloureux, et si c'était vos expériences personnelles qui vous a poussé à écrire vos livres. Merci. Ok. Merci pour cette question et merci pour les autres d'ailleurs, mais merci pour celle-ci. Et des doutes, oui. Les deux livres n'ont pas été écrits dans le même état d'esprit. Dépression, on va dire que c'est aussi de la colère, mais ça c'était vraiment colère, indignation. Et je n'étais pas en dépression nerveuse, je pensais que j'allais bien. C'est à la fin que j'ai sombré, et comme on peut le voir dans l'écriture, j'ai sombré dans la dépression.
quand celui-ci est sorti, il y avait un mois entre le moment où je l'ai envoyé et il y a une année et demie entre le moment où je l'ai envoyé et le moment où il est sorti. Donc je me souviens de comment je revenais de la colonie en le lisant dans le métro. J'ai lu d'une traite et je rigolais et je savais pas qu'il était drôle et je le voyais en fait avec des yeux d'une personne qui va bien, tu vois. Et je voyais à quel point il était dur. Donc je m'y attendais pas non plus parce que quand tu l'écris en état de, tu es en train de projeter ta propre mort, tu racontes des choses dures sans savoir qu'elles sont dures. C'est juste comme ça que tu vois les choses, tu vois. Genre, vous avez déjà écouté des blagues de dépressifs? Vous avez déjà été dépressif. On part du principe que tout le monde a déjà été dépressif. Donc ouais, l'humour que tu emploies, bah, les personnes qui rigolent sont les personnes dépressives. Voilà. Et les autres vont dire mais ça va. Et pour celui-ci, bah, il est sorti aussitôt, enfin, je l'ai relu jusqu'à même pas 2 semaines avant qu'il ne sorte. Donc, c'était encore beaucoup trop frais. J'angoissais beaucoup à l'idée de venir faire cette promotion. Mais bon, je suis tombée sur une vidéo que j'avais faite pour celui-ci qui s'appelle Si on obligeait les femmes à avoir des enfants, à écrire des livres comme on les oblige à avoir des enfants. Et dans cette vidéo, vers 1 minute 30, je dis même si la petite graine initiale ne vient pas de toi, celle qui doit la faire grandir, la rendre spectaculaire, c'est toi. Donc, je peux même plus accuser les maisons d'édition de ne pas vendre mon livre. C'est moi qui dois faire grandir ma graine, tu vois. C'est moi qui dois... C'est à moi de faire parler, de parler de ce que je fais. C'est à moi d'accéder au cœur des gens. C'est à moi de faire le taf. Enfin, je pensais pendant longtemps que être écrivaine, c'est écrire dans son lit et laisser les livres se vendre tout seul, parce que c'était un peu l'idée. Mais non, il faut que je sois là. Et quand je l'ai su, là c'est de la fiction. Bon, même si c'est à partir d'événements que des gens m'ont racontés aussi, ou que j'ai vu dans des documentaires, des reportages de guerre par exemple. Là, c'est quand même ma vie, c'est quand même des choses qui se sont vraiment passées. Donc tout ce qui se passe ici, c'est passé. Et quand ce sont des témoignages, ce sont aussi des témoignages réels. Et la prise de témoignages, là, l'enrichissement des témoignages, est réel. C'est juste romancé, on change parfois la chronologie, etc. Mais c'est réel. Donc quand le livre a dû sortir, quand j'ai fini de faire le photoshooting, voilà, spoiler alert, c'est moi sur la couverture, je me suis retrouvée dans un état, c'était en février-mars, tournant février-mars dernier. Aminata Haïdara, c'était en février. Aminata Haïdara, parce qu'elle vient d'accoucher, donc ça fait 9 mois. Aminata Haïdara était en promotion à Douala pour son livre « Je suis quelqu'un ». Donc, notez Aminata Haïdara comme personne qui m'inspire. Pour son livre « Je suis quelqu'un », dès qu'elle est arrivée, je suis devenue muette. Donc, j'étais aphone et j'avais une angine carabinée. Et moi, c'est très bizarre parce que les angines, je les avais quand j'étais salariée. Donc, je somatise beaucoup, en fait. J'avais des angines, c'est même pas des angines, des rhinopharyngites, ça veut dire que tu restes au lit pendant 1 semaine. Je ne sais pas si vous voyez, quand tu avales ta salive, ça lance. Tu as mal à la tête, un éléphant est assis dessus, tu te sens faible, et les gens au bureau te disent que ouais, tu as de la chance d'être à la maison. Tu es en train de mourir, c'est ce qu'on appelle la crève. Et on te dit que tu as la chance d'être à la maison. Bref, j'avais ça pour la première fois depuis ma vie de salarié. J'ai quitté le bureau en 2014, donc je peux te dire que voilà, je me sens libre. Et là, je ne comprenais pas d'où venait cette angine. Et je me suis dit, on a commencé par un traitement antibiotique, ça n'a pas marché. Et je te jure, je crachais des seaux de salive parce que je ne pouvais même plus déglutir, je ne pouvais plus avaler ma propre salive. Je dis que c'est vraiment bizarre cette angine, mais aucun monde n'aime pas trop avoir les maladies bizarres, tu vois. Parce que les gens vont commencer à s'inquiéter que oui, parce que tu es resté au village. Bref, j'avais mal à la gorge et j'ai juste googlé pour les maladies psychosomatiques, mais c'est quoi l'angine? On me dit la gorge c'est vraiment le centre de la créativité. C'est entre le cerveau-ci et le cerveau-ci, et ça coince là. Et il faudrait que tu te répètes, j'accepte ce que j'ai créé, j'accepte de le montrer aux autres. Et je te dis, ils ont mis ce texto sur Internet. Hein. Donc je devais me répéter ce mantra-là que j'accepte ce que j'ai créé, j'accepte de le montrer aux autres. Moi, j'avais peur. Il faut voir les menaces que je reçois sur Internet. Juste sur YouTube, en commentaire, on me dit, mais fais pas attention, mais pour savoir que c'est une menace, il faut la lire d'abord. Il faut voir les menaces de mort, de viol, de piratage d'adresse IP que je reçois dans mes commentaires YouTube.
j'avais peur que le livre marche. J'avais peur que ça énerve des gens. J'avais peur d'être en danger. Enfin, franchement, j'étais à la présence africaine que je voulais plus en fait qu'il sorte. J'étais vraiment désolée. Je venais de travailler pendant des mois là-dessus. Ça m'a démonté. Mon cerveau était à l'envers. Et vraiment, quand je me lavais, je sentais ma peau. Ce que je raconte là comme symptôme, c'est vraiment ce que je vivais en écrivant, comme c'est un roman dans le roman. Donc, ma peau me brûlait en permanence. Quand je me lavais, ça brûlait. Et maintenant, il y a la gorge qui s'y met. Et ça a duré des semaines. Donc, j'essaie d'être à fond, de ne pas avaler de salive pendant des semaines. C'est plus une angine, en fait. Et il a fallu que je me répète, que j'accepte que ce livre sorte. En fait, ouais, qui va faire du bien aux gens, parce que les personnes qui ont fait la relecture, d'ailleurs, je remercie cette trentaine de bénévoles qui m'ont relu, elles voulaient que ça sorte. Enfin, tu as jamais vu les gens aussi motivés à ce que ton livre paraisse, en fait. Ça leur faisait du bien. Et tu te dis, ok, fais-le au moins pour ces personnes. Et pas de marche arrière possible. Et voilà, je me suis lancée. Ça, c'est ce que j'appelle parler, être courte. Hein. Ouais. Mais finalement, tu t'es colonisée toute seule, en fait. Hein. Tu t'es dominée toute seule. Là. Hein? Question? Oui. Ah, Nassima, il faut qu'elle soit très courte, ta question, très synthétique. S'il te plaît. Nassima, merci. C'est pas grave. C'est pas grave, Nassima, t'inquiète pas, j'ai pris. Micro. Il n'y a pas de coup. Moi, tout à l'heure, vous avez dit que vous faisiez des stand-up, on va dire, assez poétiques, humoristiquement. Et je voulais savoir si vous étiez inspiré par un humoriste qui s'appelle Hassan Minhaj. C'est un humoriste américain, je ne sais pas si vous connaissez. Et comme il est assez marrant et qu'il attaque vraiment des sujets très durs de pied ferme, et ben, pour moi, vous ressemblez en tout point. Et je voulais également savoir si vous avez eu l'occasion d'interroger des personnes, par exemple bisexuelles, pansexuelles, romantiques, ce que vous voulez, ou alors d'avoir lu des auteurs et des autrices qui sont non hétérosexuels. Voilà. Merci. Attends, répète la deuxième partie de la question. D'avoir des... Si vous avez eu l'occasion de lire ça. Merci. Très bonne question. Pas ça parce que c'est des étudiants. Merci pour cette question. Hassan Minhaj. Ah, la go qui corrige, pour te dire que oui, je connais. Ce sera mon... J'ai envie de travailler dans sa writer's room, en fait. C'est un peu mon plan de carrière, là, maintenant. Mais j'essaie de le faire depuis Toronto, parce que vraiment, elle est là, c'est déjà loin du Cameroun. Enfin, bref, je voudrais travailler dans la writer's room d'Hassan Minhaj, dans la writer's room de Trevor Noah, ou même de Lily Singh, mais je la trouve pas encore assez politique. Mais elle y arrive. Et ce sont des humoristes. Lily Singh est une youtubeuse canadienne qui vient de Toronto, de Scarborough, en région torontoise. Et Trevor Noah, c'est un humoriste sud-africain qui a grandi pendant l'apartheid et qui est métis et qui a écrit un livre super qui s'appelle Born a Crime et qui est nominé depuis hier au Grammy pour son spectacle Son of Patricia. Et sa mère Patricia, il a vraiment grandi dans la misère, il a grandi vraiment à Soweto, quoi. Dans plusieurs ghettos, mais notamment à Soweto. Et ces deux personnes-là, Lily, moi, mais Hassan et Trevor m'inspirent beaucoup parce qu'en effet, ce sont des personnes qui arrivent à parler au grand public sur des sujets très, très politiques, voire à se déplacer. Là, je sais pas en fait. C'est comme on dit souvent que quand tu vois
une antilope sortie de la taverne d'un lion ait peur de l'antilope, tu vois. Donc, quand tu vois les Trevor Noah recevoir, là, il a reçu cette semaine un prix, en plus d'être nominé au Grammy, il a reçu un prix, je sais pas quoi, international, mais ça lui a été remis par une femme qui sait être genre chef des armées, genre un truc, tu vois. Donc, elle est quand même haut placée aux États-Unis pour le militarisme. Mais je sais qu'il sait quand même ce qu'elle fait, tu vois. Et sur la photo, il reçoit son prix, elle lui donne son prix, il lui sourit. Et je me demande, est-ce que pour un Trevor Noah, je serais obligée de sourire avec, tu vois, enfin, là on m'a demandé pour 9 histoires lumineuses de venir, on cherchait trois écrivains noirs pour une photo avec Macron, tu vois. Enfin, genre, mais non. On me dit, mais ça va lancer, tu vois. Mais non. Mais est-ce que pour pouvoir dire, comme Hassan et Trevor, comme je dis, vraiment, ils en parlent sur NBC. Hassan, il est sur quoi? C'est Comédie Centrale? Il n'est pas sur Netflix, voilà. Il a été interdit en Arabie Saoudite parce qu'il a dit des propos méchants sur le prince d'Arabie Saoudite. Il avait dit une phrase où il parlait du 11 septembre et il disait ouais, ben, il a beau ne pas avoir créé les chansons, il a quand même créé le groupe. Voilà, il arrive à faire des jokes comme ça, en sachant qu'il ne va pas plaire à tout le monde, voire. Ouais, et ça passe. Et je me demande en fait, comment ça a fait pour passer? Parce que moi, juste un tweet ne passe pas, tu vois. Et pourtant, personne ne le lit. Donc, lui, comment ça fait pour passer? Pourquoi on l'a validé, lui? Et donc, je ne m'avance pas vers cette personne de façon tout à fait naïve en me disant que c'est parce qu'ils sont talentueux, etc. Je garde en tête que, oui, les personnes, comment dire, les personnes qui t'ouvrent la porte ne font pas forcément à ton avantage, mais si c'est la porte dont tu as besoin, ben vas-y, ouvre, entre, tu vois. Et ben moi, tout ce que je veux, c'est mettre des claques, c'est réveiller pas mal de personnes concernées par une oppression. C'est vraiment ça. Et j'aime citer Samben Ousmane. Je coucherai avec le diable et la diablesse pour faire mes films. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre de jusqu'où je suis prête à aller, en fait. Parce que même juste, tu vois, qu'une photo avec Macron, tu vois, c'est... Macron n'est pas aussi mal reçu que Trump ou Kim Jong-un. Mais pour moi, c'est déjà non, tu vois. J'ai rencontré une politicienne noire, lesbienne, grosse, qui est dans tous ces mouvements-là, pour les Noirs, pour les LGBTQI+, et pour les femmes positives, en fait. Donc, elle milite sur tous ces... Et pour les femmes, d'ailleurs. Et elle a des subventions... elle milite pour ces associations. Mais j'ai pas voulu être sur la photo avec elle, parce que je la connaissais pas. Tu vois, j'ai pas envie qu'on dise demain que voici Joe Gussin sur une photo avec Madame Truc. Ça se trouve, c'est Macron de Toronto, tu vois. Donc, voilà. Dès que tu me dis que tu es politicien, je dis ok. Fais ta chose, mais ne me mets pas sur ta photo. Pour les écrivains queer, déjà, il y a du queer dans tout ce que j'écris. Hein. Il n'y a pas encore du validisme, de l'anti-validisme dans tout ce que j'écris. Mais t'inquiète qu'il y a du queer. L'une de mes pages Instagram préférées, c'est queer_ng, où tu vois plein de couples de tous âges, toute forme de corps, de toute race, notamment noirs, mais bon, il y a vraiment de tout. Et des couples qui sortent des normes hétérocentrées de la romance, enfin voilà. Je sais pas, j'aime voir deux tontons barbus, noirs, avec les cheveux blancs sur la tête, se marier, tu vois. Enfin, j'aime voir ça, j'aime les voir heureux. Et moi, je regarde les gens qui sont dans les invités, parce que je me demande si la famille a pu venir, c'est leur deuxième famille, tu vois. J'essaie de voir la quantité de personnes qu'il y a dans la... Il n'y a pas souvent... Il n'y a pas 300 personnes comme les couples hétéros. Mais j'aime voir ces moments de joie-là, et
j'aime faire rêver les gens comme ça, et je sais que quelque part, il y a toujours une personne qui voulait lire ça. Moi, j'aime lire ça. Enfin, je sais pas, j'aime que les hétéros aiment lire ça. Les yaoi, les yuri, dans le manga, c'est surtout lu par des personnes cis hétéros. Hein. Mais voilà, j'ai... J'en lis, hein, justement. Ouais. J'en lis des derniers. Mais c'est puissant. Moi, Je trouve pas ça choquant. Hein. Ouais, mais c'est puissant, en fait, de voir. J'aime l'amour. J'aime la romance. J'aime voir des gens quand même amoureux. La dernière bande dessinée que je viens de voir dans le métro, là, c'était même pas une bande dessinée. C'était un extrait de Foster, une série que je regarde, je suis un peu gnangnan, c'est sur ABC, je crois, Family. Et c'est un garçon de 12 ans qui se retourne en classe vers un autre garçon de 12 ans qui lui demande « Est-ce que tu as déjà 3 points de suspension ?» Et le garçon répond « Non ». Et il demande « Est-ce que tu veux être le mien ?» Il répond « Oh oui ». Donc en fait, il était en train de l'inviter au bal. Donc, et juste ça, cette représentation-là des enfants, donc on pense que oui, les enfants sont hétéros jusqu'à l'âge adulte. Après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tu vois. Juste pour représenter que deux petits garçons de 12 ans peuvent avoir des crushs dans la salle de classe et s'inviter. Enfin voilà, il faut une série pour montrer ça. J'aurais mes romans pour montrer ça, j'aurais mes dessins animés pour ça. Mais parce qu'entre-temps, on continuera de crever, on continuera de... Les cis continueront de tuer des trans, parce que quand on dit crever, on pense que c'est quelqu'un qui tombe comme ça tout seul. Il y a quelqu'un qui te tue, en fait. On continuera de te tuer. Et en attendant, on va normaliser les LGBT, comme les LGBTQI+, comme on a normalisé l'hétérosexualité, comme on l'a tout simplement fabriqué. Et oui, donc voilà, tu vois mon clin d'œil à Viti. Une dernière question. Oh oui. Une, deux. D'accord. Les filles. Faudra vous lever les filles. Hein. Ouais, venez là, ouais, venez là. Près de la caméra, s'il vous plaît. Voilà, parce que sinon tu vas tout... Bonjour. Micro et la caméra. Ouais, mets-toi, voilà, comme ça. Bonjour, je voulais vous poser une question. Avez-vous eu des... Avez-vous interrogé des personnes de votre entourage pour avoir des conseils sur les différents termes que vous abordez comme le viol ou la négrophobie? J'essaie de savoir ce qu'est mon entourage. Si c'est l'entourage... Bon, ça rappelle que je ne suis pas toute seule dans le public, là. En général, j'essaie de ne pas suivre les conseils parce que l'entourage a tendance à s'inquiéter pour moi et vouloir que je vive le plus longtemps possible, qu'il ne m'arrive rien, etc. Donc, on me conseillera d'être plus sage, plus docile, plus calme, moins dans l'attaque, de faire plus profil bas, parce que, voilà. Voilà, comme ça, ça va bien. Comme ça, nous vivrons heureuses et heureux, en sécurité. Donc, non, et j'ai tendance à être celle qui, je ne sais pas comment, tu sais, il y a des gens qui attirent les dramas. Moi, j'attire, je ne sais pas pourquoi, et pourtant, c'est même ma résolution de 2019, j'attire les débats sur justement toutes ces oppressions-là. Et comme j'ai pris la décision de n'aborder ces sujets qu'avec les personnes concernées, parce que j'ai vu que je pouvais entrer dans des débats à rallonge avec des personnes qui ne sont pas concernées. Et moi, je serais essoufflée, je serais fatiguée, je serais en colère. Et elles vont continuer leur vie. Donc, quand je suis à la maison, on aura des débats. Hein, je vais réagir à certaines choses. Si ton gars fait une remarque ou a une attitude sexiste, je vais essayer de négocier le tir. Parce que moi, j'aime pas quand je suis en couple avec une personne qu'on me parle mal de la personne. Tu vois. Donc, je suppose que c'est pareil pour les autres.
je vais essayer quand même de créer la révolution parmi les personnes de mon entourage, mais ce sera vraiment malgré moi. C'est vraiment parce que je n'ai pas envie de laisser passer une remarque ou quelque chose. J'ai tendance à être plus... donc, confiez-moi vos enfants. À être plus dans la pédagogie avec ma nièce, avec mes cousins, cousines. Parce que j'aurais bien aimé l'entendre quand j'avais leur âge. Je me souviens que j'ai parlé de négrophobie avec ma nièce de 4 ans et j'ai vu que c'était pas comme ça. Enfin, j'ai appris par sa mère que c'était pas comme ça qu'il fallait que j'aborde la question parce qu'elle a pleuré pendant une semaine toutes les nuits et c'était à sa mère de la faire dormir. Donc, on passait par Châtelet et il y avait des noirs allongés le long d'un mur. Donc, là, dans l'échangeur à Châtelet, là, quand tu passes du RER au métro, là, le long d'un mur, il y avait des noirs avec la police. Et je dis, tu vois ça là? Est-ce que tu as remarqué que tous les gens qui sont arrêtés par la police sont des noirs? Elle dit oui. Est-ce que ce sont des voleurs? Est-ce que tu as remarqué que tous les policiers là sont des blancs? Elle dit oui, parce que ce sont les gentils. Et je dis en fait non. Ça, c'est le racisme policier. Ça, c'est le racisme systémique. C'est pas que les noirs sont des voleurs, c'est qu'on cible les noirs. Et on cible les hommes noirs. Est-ce que tu as remarqué que c'est que des messieurs? Donc elle a commencé à pleurer, elle m'a demandé comment va son papa. Est-ce que, enfin, mais elle pleurait, mais c'était pas les petites larmes, tu vois. Elle pleurait quand tu finis par prendre conscience que ah ouais, c'est ça la vie ici là. Moi je pensais que les policiers c'était les gentils, qu'ils étaient là pour nous protéger. Je savais pas que je devais m'inquiéter pour tous les hommes noirs de mon entourage. Et pourtant mais apparemment je devais pas le lui dire comme ça là-bas, mais je voulais pas non plus le faire comme si j'avais rien vu, tu vois. Donc, parce que c'est à cet âge-là que cette construction se font, que les noirs sont les voleurs, les blancs sont les gentils, les policiers sont là pour nous protéger. C'est à cet âge-là que ces murs-là s'érigent. Et je voulais gifler ça tout de suite, en fait. Donc, ouais, je suis plus celle qui... je suis méchante comme moi. Mais oui, sa maman n'était pas contente. Et surtout que je ne savais pas trop comment lui dire. Je ne savais pas. Au fait, comment elle va? Elle me demande, tu lui as parlé de quelque chose aujourd'hui? J'ai dit oui, je voulais même t'en parler. Je lui ai raconté la scène et elle me dit, ah ouais, je vois. C'est bien que tu lui en aies parlé, mais c'est pas... Souviens-toi que c'est une enfant. C'est pas comme ça qu'il faut. Bref, j'essaye, mais je vais continuer à en parler à vos enfants, mais peut-être en faisant des... Là, j'hésite, je vais faire pour ma chaîne YouTube vidéo, je vais faire des dessins animés avec des morales à la fin. Moralité, les enfants, il faut faire confiance à aucun policier. Tu vois. J'essaie de... Dernière question. Allez, Ariel. Micro, hein. Bonsoir. Micro, Ariel. On m'entend pas? Non, Ariel, il faut vraiment parler dans le micro. J'ai beaucoup aimé votre phrase. J'accepte ce que j'écris et j'accepte de le montrer aux autres. Ce sera maintenant mon morceau. Et donc de là vient la question, êtes-vous publié au Cameroun? En ne le sachant pas, je vais considérer que non. Donc je pense que vous êtes une auteure dissidente. Ainsi, de quelle manière vous vous évertuez à faire évoluer les mœurs donc, au Cameroun? Attends, c'est pas la première question. Est-ce que vous êtes publié au Cameroun? Non, ça c'est la deuxième. Ah oui? Tu as parlé de... J'ai cité une de ces phrases et j'ai dit... Ah, d'accord, ok. Merci, Ariel. Merci. Ah oui, non, c'était ça ma première réponse. Ariel. Tu as failli être le prénom... Diva, c'était Ariel avant. Donc, tu y as échappé bien. Non, parce qu'elle veut partir là-bas, tu vois. Bref. Et au Cameroun, je suis publiée chez Présence Africaine à Paris, mais je suis distribuée aussi au Cameroun. Mais bon, il se trouve que pour distribuer au Cameroun, bon, il y a la FNAC maintenant. Et Présence Africaine veut qu'on passe par la FNAC. Et j'ai déjà les coordonnées de la personne de la FNAC. Sauf que... c'est la FNAC. Enfin, et c'est au Cameroun. C'est pas la FNAC en France. C'est au Cameroun. On ne peut pas de la France-Afrique. Genre, tu fais quoi là, tu vois? On essaie déjà d'avoir nos librairies. Et maintenant, il y a la FNAC. J'ai pas envie d'attirer les gens vers la FNAC pour acheter mes livres.
Donc, je vends mes livres au Cameroun. Quand j'y suis, j'essaierai à l'avenir d'être plus comme je fais maintenant. Ça, c'est vraiment une première fois que j'essaie d'organiser une tournée. Et j'ai vraiment organisé à partir de cette date-là qu'on avait convenu ensemble. Avant, j'ai dit, OK, je sais que je viens ici, là. Maintenant, je vais essayer de faire d'autres dates pendant ce séjour-là. Donc, merci pour l'invitation. Mais avant, quand je vais au Cameroun, je viens pour écrire. Je vais me cacher, tu ne vas pas me voir, tu ne vas même pas savoir que je suis là. C'est vraiment peut-être la dernière semaine là. Les seules personnes qui me voient, c'est la famille, quoi. Et vraiment, c'est parce que je suis chez elle. Mais sinon, je ne sors pas. Et j'ai été dans un atelier même organisé par Rhoda Chokokam, elle est dans l'émission Piment, le podcast. Et elle a créé Atouba, une plateforme pour les femmes noires. Et j'ai eu la chance d'être publiée d'abord sur sa plateforme, son site atouba.com. J'ai une série qui s'appelle La vie rêvée de Mala, je crois. Et sur cette plateforme, et Rhoda Chokokam avait organisé au Cameroun un atelier dans une galerie d'art qui était vraiment à 2 minutes de chez moi. Et cette galerie exposait des écrivains, genre un roman tous les 2 mois. Je crois que je suis allée leur dire, au fait, je suis aussi écrivaine, voici, je peux faire vendre mon livre. Sinon, voici à quel point je suis introvertie et que c'était une violence. Là, vraiment, je remercie les personnes que je connaissais déjà de me pousser à faire cette date-là. Mais c'est une violence pour moi de contacter les gens en disant, au fait, je suis écrivaine. C'est pour ça que je ne suis pas dans l'auto-édition. Au fait, je suis écrivaine, voici mes livres, ça s'appelle ça. Je voudrais pouvoir venir les vendre dans votre espace. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Enfin, je ne sais pas le faire. Là, le Canada m'aide beaucoup parce que le Canada, c'est le networking d'abord. Et pour les introvertis, c'est d'une violence. Donc, j'ai essayé de capitaliser sur cette nouvelle compétence que j'acquiers au Canada, c'est-à-dire sortir de ma bulle pour aller vers les gens, sinon personne ne viendra jamais vers moi, pour parler de mes livres. Donc, je ne l'ai pas encore appliqué au Cameroun, mais ça va le faire. Ça va arriver. Les personnes qui m'ont aidé à faire la photo, le couple Chantal Eddy et Zachary Nogué, la photo de Assisi, c'est au studio Excel. Ils sont en train de créer une sorte de centre-lieu culturel à Bali, à Douala. Et je sais maintenant chez qui je vais faire mes événements, tu vois. J'aime à penser que, je ne sais plus quel acteur l'avait dit récemment, que quand on pense à ce qu'on veut faire plus tard, quand on sera grand, on pense que ce sera dans le monde qu'on le connaît, tel qu'on le connaît maintenant. Ben, moi, j'ai toujours dit que je voulais travailler avec des Noirs. Et je veux travailler avec des femmes noires de préférence. Et pourtant, je veux de grandes choses. J'ai de très grandes ambitions. Et dans le monde où je suis, je ne peux pas être une... Tu vois, Lena Waithe sort sa série avec Amazon. Je ne peux pas être Lena Waithe et ne travailler qu'avec des Noirs, tu vois. Donc, et pourtant, ça va arriver. Là, je viens de voir qu'il y a Tyler Perry Studios qui vient de sortir, mais il y aura la même chose en édition, il y aura la même chose dans l'animation, Là, il y a mes amis qui sont en train de créer leur espace. Et voilà, je sais ce que je veux. Et entre-temps, les choses que je veux se créent aussi de leur côté. Donc, ça va se créer pour le Cameroun. La grande majorité des histoires de 9 histoires lumineuses se passent au Cameroun. Je ciblais le Cameroun, je ciblais les esprits même camerounais. Je ne pas cibler en tant que marketing, mais le but, c'était que les personnes au Cameroun lisent ce que j'aurais aimé lire. Et se voir, parce que franchement, pour écrire, ne jamais écrire sur des Camerounais, c'est vraiment que tu ne savais même pas qu'on faisait des livres au Cameroun, en fait. Je ne savais pas. Et je voudrais pousser les personnes à aller lire au Cameroun. Je vends même moins cher. Alors, les livres coûtent 3 fois plus au Cameroun que mon propre livre. Et les livres de mauvaise qualité. Tu vois comment mon livre est bien. Les livres là-bas sont 3 fois plus chers que le mien. Que le mien. Parce que ouais, j'essaie de... Ouais, après, j'ai découvert que les Camerounais avaient... Les bourgeois étaient encore plus riches que ceux qui habitent en France. Mais bon. Donc, maintenant, je ne baisse plus les prix pour les bobos. Je vends même plus cher. Mais j'applique un tarif. Je dis à maman, voici le prix pour c'était le genre de personne qui te demande, et voici le prix pour les autres. J'espère qu'elle applique quand même parce que voilà. Et donc ouais, le but c'était que les Camerounais le lisent. Là, j'étais surprise sur Instagram quand j'ai vu, tu sais, peut-être des statistiques. Enfin, quand tu as ton compte créateur, là, je ne sais pas si tout le monde a ces statistiques. Là, tu vois les tranches d'âge de ton audience, les heures où ces personnes sont connectées et dans quelle ville et quel pays ces personnes sont. Et je n'ai
dans mon top 5 aucun pays africain. J'ai la France, la Suisse, les États-Unis, la Belgique et je sais plus quoi. Et le Canada. Maintenant, le Canada est deuxième. Mais aucun pays africain. Alors, je me demande, c'est là que je me dis, je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée quelque part. Tu vois, dans le parcours. En choisissant un parcours très blanc. Ben voilà, voici ce qu'on récolte. Voilà, mais sinon, ouais. Dans l'idéal, un public non forcément en dehors de la FOPEA, quoi. Je veux vraiment être sur le continent. Mais bon, vu les sujets que j'aborde, en effet, tu vois. En effet, mon stand-up, le coming out des racistes, je ne fais pas au Cameroun. Hein. Au Cameroun, je fais plus un stand-up sur le sexisme, sur la charge mentale et tout ça. Et le classisme. J'ai failli faire tomber un deuxième bébé. Excuse-moi. Je crois que non, tu ne t'es pas trompée. On va devoir clôturer la séance. Et en fait, pour te dire que tu ne t'es pas trompée et que je crois que tu mènes un bon combat, j'ai envie de lire juste une petite phrase. Tu dis, au début et à la fin, chaque année, je prends la résolution de fermer ma gueule. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Heureusement, je n'y arrive pas. J'en avais parlé à ma psy et elle m'avait répondu, plutôt que de réussir à se taire quand il le faut, je te reformulerai, essaie de parler quand il le faut. Et toi, tu dis en italique, la narratrice, pardon, je devrais peut-être la revoir parce que j'ai rien compris. Moi, j'ai envie de te dire, surtout, ta gueule, tu la laisses bien hurler parce que je crois que c'est comme ça que peut-être que tu sèmeras des petites graines un peu partout. Voilà. Donc, merci à vous toutes et tous qui êtes venus ce soir écouter Jogustine. Nous sommes ravis d'ouvrir la bibliothèque francophone avec toi. Merci d'être venu. Et il y a un cocktail qui vous attend. Voilà. Et vous pourrez peut-être venir voir l'auteur. Moi, j'aime bien auteur, mais peut-être que toi, tu préfères autrice. Je préfère autrice, évidemment. Est-ce que tu as apporté des livres à... Oui. Voilà, il y a quelques livres si vous souhaitez. Voilà. Merci.